Zeppelin, vous êtes mathématicien de votre état. Vous êtes ici au centre KVS de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Et nous allons parler un peu de Bernard Stiegler, que vous avez connu il y a quelques années seulement. Est-ce que d'abord vous pouvez vous présenter succinctement? Merci beaucoup. Effectivement, je suis mathématicien en formation. J'ai longtemps travaillé dans les fondements des mathématiques, en particulier dans les croisements avec l'informatique mathématique. Et puis, graduellement, au cours de la dernière vingtaine d'années, j'ai collaboré d'abord avec des physiciens et sur des questions fondationnelles au croisement entre mathématiques et physique théorique, et puis avec des biologistes. J'ai rencontré Bernard sur son invitation. Il m'a invité plusieurs fois dans la dernière dizaine d'années, je dirais, aux Ennemis, et puis dans la salle du Triangle, à Centre Pompidou, pour des discussions. Aux Ennemis, ça veut dire les entretiens du Nouveau Monde, qui sont un rendez-vous annuel au Centre Pompidou, au mois de décembre. On l'aura aussi cette année, on l'a eu l'année dernière. Et, donc c'était cette façon de sa curiosité pour mon travail. Je connaissais effectivement que de nom Bernard Stiegler, qui m'a fait aussi pencher sur ses travaux, bien évidemment, qui a poussé à la rencontre. Et pour moi, c'était extrêmement stimulant, avec un jeu d'accords et quelques désaccords. Je dois dire, étant scientifique, j'étais réservé par le transfert conceptuel qui était une composante de l'originalité de Bernard, sur lequel parfois je lui expliquais, comme une terminologie scientifique avait une exigence différente d'une terminologie philosophique, comme dans le cas de l'entropie par exemple, et là on se comprenait à la fin. C'était une façon pour discuter qui était enrichissante, certainement pour moi, j'espère pour lui. Oui, disons, c'était un élément de la richesse d'un très grand accord, mais disons, dans l'échange, j'ai découvert à un certain moment qu'il utilisait beaucoup ce terme entropie, qui est un sens scientifique très rigoureux, depuis Boltzmann au moins, même avant, en physique, qu'il transférait sur les activités humaines dans un sens plus général. Et j'ai tenu à spécifier cela dans une série de discussions dont il y a les traces aussi dans des articles que nous avons écrits ensemble et conduit le dialogue surtout sous la direction d'un de mes anciens thésards que Bernard avait embauché à l'IRI comme chercheur pendant plusieurs années, qui est maintenant en poste au CNRS, et Maël Monteville, et qui a été un peu un collant entre nous deux, c'est-à-dire a fait le pont entre cette notion, disons, un peu littéraire, évocative, informelle qu'avait Bernard d'entropie et nos travaux qui avaient utilisé ces différentes notions d'entropie, négantropie, anti-entropie dans des cadres scientifiques. Disons, sur ce point spécifique, je dois énormément à Bernard, puisque j'ai appris de lui les travaux de Georges Scorogan, qui est un économiste original des début des années 70, qui dit face, disons, le moins que puisse dire, à la banalité des mathématiques, de l'économie de l'équilibre, depuis Walras, il fait la remarque la plus évidente, c'est-à-dire la moindre chose qu'on puisse dire, du point de vue physico-mathématique, que les systèmes économiques ne sont pas des systèmes à l'équilibre, car il y a un flot d'énergie et matière qui les traverse, c'est la moindre chose puisqu'une économie existe. Donc, il faut au moins considérer comme des systèmes de type thermodynamique, avec tous les effets que ça donne, c'est-à-dire, par exemple, la notion d'entropie. Francesco Rogan dit ce qui aurait dû être une banalité dès le début, mais quand même, c'était une nouveauté. Pas comprise en plus, pas comprise. C'est-à-dire, encore aujourd'hui, on insiste sur cette folie de l'économie des dynamiques prétendues à l'équilibre de l'économie walrasienne. Quoique, on peut modifier avec un coefficient de probabilité pour tenir compte de l'incapacité totale à comprendre, par exemple, les crises boursières. Bon, donc, pour moi, c'était formidable d'apprendre cela.
Et j'espère que pour Bernard, c'était un enrichissement, voir qu'il fallait articuler la question de l'entropie, qui n'est pas en soi, n'apporte pas une valeur éthique, positive ou non, dans la terminologie physique, auquel, au contraire, et justement, il voulait attribuer une valeur éthique, dans le sens économique et politique, dans le sens de la disruption. Justement, Maël Monteville veut qu'on utilise ce terme en français, la disruption, anglais, qui est très pertinent. La disruption, c'est les deux de dislocation, brisure d'une structure organisée. Et c'était l'essence que voulait donner à la notion d'entropie Bernard. Donc quelque chose qui casse des formes de l'organisation. Et pour lui, ce qui l'intéressait, ce n'était pas l'organisation physique, ni tellement biologique, plutôt l'organisation humaine. Donc, c'était bien, c'était un beau concept, mais il fallait simplement préciser, puisque, en soi, la production d'entropie, d'un point de vue physique, a lieu chaque fois qu'il y a une transformation d'énergie, donc on ne peut pas lui coller un adjectif négatif. Dans notre réflexion, dans nos travaux en biologie, l'embryogenèse, qui est le moment maximum de constitution de l'organisation, la formation de l'embryon animal, c'est aussi un moment maximal de production d'entropie. Il y a évidemment beaucoup de transformation d'énergie. Il y a du léger désordre produit au cours de l'embryogenèse, comme dans toute production de reproduction et mise en place d'organisation biologique. Pourquoi? Puisque quand une cellule se reproduit, elle se partage en deux cellules qui ne sont pas identiques. Il y a du protéome, différentes distributions dans l'une ou dans l'autre, au moins à cause du mouvement brownien. L'ADN se départage de façon pas identique, les membranes ne seront pas identiques. C'est léger désordre, c'est une composante entropique, c'est la production d'entropie, mais c'est essentiel à la production de diversité, à la différenciation cellulaire au cours de l'embryogenèse, à la production de diversité biologique qui est fonctionnelle à la stabilité d'un organisme, d'un écosystème, d'une niche. Donc on ne peut pas accorder a priori une signification négative à une composante essentielle de la mise en place de l'organisation. C'est pour ça, en 2008, en pensant justement à la mise en place de l'organisation biologique, Francis Bailly et moi, un physicien décédé il y a 10 ans malheureusement, nous avons écrit un article où on nommait anti-entropie la mise en place de l'organisation biologique, c'est-à-dire la formation d'une structure organisée, typiquement l'embryogenèse ou la constitution d'un écosystème, tous des phénomènes qui te donnent de l'organisation au même temps qu'ils produisent de l'entropie. L'anti-entropie a une autre dimension. Au fond, c'est une remarque d'Emmanuel Monteville, la négentropie dans la tête de Bernard, qui ne maîtrisait pas totalement la question physique, la négentropie était une façon de parler de notre anti-entropie. Il voulait dire l'organisation, la mise en place de l'organisation, qui ayant une autre dimension par rapport à l'entropie, il coexiste. Si elle est en égale quantité, elle ne s'annule pas, comme c'est le cas de la négentropie par rapport à l'entropie. Donc, on s'est compris sur cela des derniers mois, malheureusement, de sa vie, nos derniers dialogues, et l'article qui a fait, surtout Maël, en collaboration avec nous, avec aussi de biologistes Anna Soto et Carlos Sonneschan, qui est un peu en survol de ces thèmes, dans le volume bifurqué, est une belle synthèse de ces discussions, et ça fait partie du projet Internation aussi. Donc voilà, ça c'était un élément où, en désaccord avec Bernard. Sur lequel vous êtes quand même tombé d'accord. Oui, à la fin, oui, on s'est. Tout à fait, on s'est totalement. Mais il a fallu un peu de temps, puisque Bernard était très ferme sur ses constructions conceptuelles, mais c'était sûrement, disons, comme expérience d'échange. Vous n'avez jamais dit que. À moi, il me dit ça, il le dit sûrement à d'autres comme vous,
il regrettait énormément de n'avoir pas fait des mathématiques. Oui, une fois, il m'a dit ça. Oui, il m'a expliqué quel était mon choix quand je faisais des maths. Et je lui ai expliqué que mes curiosités étaient fondationnelles. C'est pour ça que j'avais une motivation philosophique dès le début sur les fondements de mes mathématiques qui ont été dès le début, comme étudiant, ma direction de recherche. Et la chance que nous avons eue, nombreux mathématiciens orientés à fondement de mathématiques, à logique mathématique dans les années 70 et 80, c'est que ces concepts de structure qui venaient d'une curiosité fondationnelle ont été les fondements théoriques et pratiques de l'informatique. C'est-à-dire la machine née dans les années 30 de la tête des logiciens, la machine, l'ordinateur. Et donc, nous avons eu la chance, Gödel, les fonctions récursives, Church, lambda calcul, Turing, la machine de Turing. Tous les trois, et les fondateurs, Kleene et d'autres. Mais ces trois-là ont un rôle particulier. Et donc, nous avons eu la chance, je n'étais pas seul à ça, qu'on a eu des postes sans problème dans des départements d'informatique pour enseigner des fondements des maths et de celles qui étaient alors l'informatique. Tout de suite en France ou moi, en Italie. Moi, j'ai passé 3 ans aux États-Unis. Disons, on a eu une vie heureuse, c'est-à-dire que des curiosités que, moins pour moi, mais aussi pour d'autres collègues, étaient à l'origine philosophique, ont eu un retombé remarquable qui nous a beaucoup aidé à avoir des financements, des postes et tout. Puis évidemment, dans cela, il y a eu des branchements importants. Mes intérêts ont été toujours pour le sens, c'est-à-dire je me suis occupé de ce qui s'appelle la sémantique des langages de programmation, c'est-à-dire les structures géométriques qui donnaient un sens au formalisme logico-computationnel. Donc il s'agit pas seulement de travailler des langages, leurs propriétés, etc., mais il s'agit pour moi de leur donner un sens sur des structures mathématiques, normalement de type géométrique, ce qui était enrichissant pour ces systèmes, puisque, encore une fois, notre chance, je n'étais pas seul, a été que ces constructions de sens mathématiques de langage purement formel, des suites des signes sans sens, celles que manie l'ordinateur, mais les enrichir dans sens géométrique a permis de suggérer des extensions, d'inventer des nouveaux langages. C'est-à-dire, il y a eu toute une période où des retombées importantes, les années 70, 80, des langages de programmation nouveaux, des systèmes de calcul nouveaux, ont été inventés grâce aux travaux de ceux qui donnaient un sens mathématique et géométrique en particulier à ces langages. Donc, pour moi, c'était vraiment une construction de sens, ce qui manque dans la machine, qui transforme des suites de signes dans d'autres suites de signes sans sens. Le fait de donner un sens géométrique, mathématique, a permis, comme je vous disais, de la conception de nouveaux langages, pas directement fait par moi ou par mes collègues logiciens, mais nos travaux ont inspiré explicitement, au point que j'ai même été embauché par une très courte période, malheureusement, du point de vue du salaire par Digital, à la fin des années 80, aux États-Unis. Très brièvement, j'ai fait mon travail de matheux là-dedans. Mais c'était intéressant de voir ces retombées dans la conception des langages. Qu'est-ce qui vous a attiré ou intéressé dans la pensée, dans les idées de Bernard Stiegler, avant même de le connaître personnellement? Je connaissais peu sa pensée. Ça a été vraiment une rencontre stimulée par ses invitations et puis évidemment nos échanges, mes lectures. Je trouve que son humanisme était important pour nous tous et original, très original. C'est-à-dire son encadrement de l'humain en même temps dans le social, dans l'écosystème et la technosphère. Voilà, on sait bien qu'il est un philosophe de la technique absolument remarquable. Et était pour moi une triangulation, disons, l'homme, l'écosystème, la technosphère, qui
encadrer mes propres préoccupations, comme je n'avais pas su faire, avec une envergure philosophique qui était la sienne. Il m'a fait découvrir Simondon. L'individuation? Ben oui, typiquement. Tout ce qui a voulu dire ces deux livres fondamentaux, les deux livres fondamentaux par Simondon. Et c'est grâce à lui. Donc, ce qui m'a frappé, c'était cet humanisme dans la triangulation que je vous disais. Et aussi une audace, par exemple. À un certain moment, il a dit il faut réinventer l'informatique théorique. Il faut dire, la première fois qu'il a dit ça, je me suis dit, bon, d'accord, mais enfin, je sais pas, ça, c'est très solide, c'est stable. Puis je me suis aperçu qu'il avait raison. Dans quel sens? L'informatique qu'on a aujourd'hui est le résultat d'un parcours historique particulier. On peut très bien faire un autre. C'est-à-dire, de quoi est-elle née, l'informatique? Ce qui est époustouflant, que les gens ne savent pas assez, c'est que dans les années 30, la notion de calcul, les systèmes formels que dans les années 40 et 50 seront à l'origine de l'informatique, encore plus, comme je vous disais, les travaux des années 70, 80. Dans les années 30, les trois grands qui lancent vraiment la théorie de la calculabilité, donc la théorie du calcul, les systèmes formels pour le calcul, ceux qui seront le premier langage de programmation, Gödel, Church et Turing, démontrent des résultats négatifs. Ils le font, ils sont des logiciens qui veulent dire que le projet d'Hilbert de formalisation complète des mathématiques, c'est-à-dire qu'on peut démontrer tout énoncé ou démontrer qu'il est faux, qu'il soit donné dans un langage formel. C'était le projet d'Hilbert. Nous, on formalise les maths et n'importe quel énoncé, de façon potentiellement mécanisable, dit Hilbert à 1900, il n'y a pas de machine, mais il dit potentiellement mécanisable. Un système d'écriture où des règles disent comment changer des signes dans d'autres signes. Bon, ces trois grands, dans les années 30, disent non, c'est pas possible. Ils ont des théorèmes négatifs. Gödel donne un théorème indécidable, un énoncé indécidable. Church et Turing, des fonctions non calculables. Pour démontrer qu'il n'y a pas d'algorithme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de calculer, de décider une proposition, il faut préciser que veut dire algorithme, que veut dire calcul. C'est-à-dire construire un algorithme. Bon, Euclide a des algorithmes. Les Arabes, énormément, les maths arabes sont formidables, plein d'algorithmes. Les Chinois aussi. Dire qu'il n'y a pas d'algorithme pour faire certaines choses impose la définition rigoureuse de qu'est-ce que c'est qu'un algorithme. Sinon, comment on peut dire qu'il n'existe pas? De définir les langages formels dans lesquels on donne les algorithmes. Et c'est pour ça, ces trois grands ont défini tous les styles fondamentaux de programmation. Ils ont défini les langages impératifs, Turing, les langages fonctionnels, Church, ce serait l'arbre de calcul, qui ont ouvert la voie à cette écriture formelle, ces langages formels qui seront les fondements des langages de l'informatique des années 50-60, surtout 60-70. Puis évidemment, d'autres styles de programmation se sont ajoutés, orientés aux objets, et d'autres, etc. C'est évident. Mais le point de départ, ce sont des résultats limitatifs qui disent on ne peut pas faire ceci, cela. Non, ça c'est... Il y a des limites intrinsèques. Pour ça, quand ils arrivent, ces gens qui te racontent qu'avec la machine, on peut tout faire, l'intelligence artificielle classique, mais comment? Tout ça a démarré avec des résultats limitatifs, qui sont des résultats difficiles, qui évidemment, nombreux d'entre eux n'ont pas compris, disons la vérité. Et on reste épaté. Ce qui est épatant, que dans les 30, donc, on invente ces systèmes formels pour le calcul, qui seront le fondement de l'informatique et de ses langages, langage de programmation. Cette invention est due à la nécessité de spécifier la non-existence d'un algorithme. Donc, en disant exactement qu'est-ce que veut dire algorithme, qu'est-ce que veut dire calcul formel. Et malgré cela, il y a eu la diffusion de croyances contraires, c'est-à-dire l'intelligence artificielle classique prétendait décrire complètement les activités humaines. Il y a des théorèmes de l'arithmétique qu'on ne peut pas démontrer de façon formelle, c'est-à-dire qu'il faut utiliser des outils en dehors des techniques géométriques, l'implication des concepts d'infini,
des gestes dans l'espace pour la preuve, ce que je démontrais dans des travaux des années 80. Et encore pire, en biologie, quand on voit qu'il y a encore aujourd'hui des biologistes pensent que l'ADN contient un programme complet, non, pour l'ontogénèse. C'était pas temps de trouver encore des traces de cette pensée. Par exemple, dans le livre de 2017 de Jennifer Doudna, une des deux femmes qui a eu le prix Nobel en 2020, j'ai écrit un compte-rendu de ses livres. Elle pense vraiment pouvoir piloter l'évolution, les organismes en maniant l'ADN. Évidemment, l'ADN est un objet d'une importance extraordinaire et la trace physico-chimique de l'évolution, c'était pas tant. Il est une contrainte interne à la cellule. Et son utilisation dépend de la cellule, du tissu, de l'organisme, de l'écosystème, bref, du contexte. Donc je décris le parcours historique spécifique qui nous a donné ces machines qui sont absolument formidables, avec leurs limites intrinsèques évidemment, mais elles sont formidables. Et quand il disait réinventer l'informatique, il disait il faut se donner un nouveau parcours de connaissances qui nous mène à une autre forme d'exosomatisation. Ce sont de très beaux concepts qui dérivent de Simondon, d'autres, d'exosomatisation, et tout à fait pertinentes aussi par rapport à cette machine. C'est les résultats d'un parcours historique et naturel de l'homme dans son contexte, dans sa communauté. Et c'est pareil pour l'économie. Donc, comme pour l'informatique, nous devons nous mettre ensemble en tant que communauté pour constituer de la nouveauté, de l'action commune, et il osait même dire d'une discipline scientifique comme l'informatique. Ça, je l'ai trouvé très beau, très audacieux. D'où on commence. C'est pas évident. Je pense que dans la pleine commune, dans d'autres activités, il y a Vincent Morland, un économiste à l'IRI qui, je pense, fait des choses très intéressantes. Comment repenser une économie avec la participation de l'individu et du collectif se pose de façon différente par rapport au modèle libéral et encore pire au modèle néolibéral. Mais là, il développe aussi, ou il revient à une idée déjà énoncée par Spinoza, la capacitation de l'individu. Tout à fait. Tout à fait. Et là aussi, c'est cette sensibilité humaniste et historique, c'est-à-dire c'est l'humain qui se met dans des conditions à travers le collectif et sa présence ensemble dans une communauté qui lui permet l'invention nouvelle. Donc c'est ce qu'il appelait la négentropie, qui est un terme trop ancré à l'entropie avec les signes négatifs, mais je crois qu'à la fin, il était tout à fait d'accord. Il faut se donner une autre terminologie. Anti-entropie, ça peut aller, même si nous avions un usage très technique et spécifique de cette notion. Mais Maël Monteville est en train de l'élargir, donc lui donner un sens plus pertinent à ce contexte social auquel fait référence Stigler dans ses écrits, dans ses interventions. Est-ce qu'à Pleine Commune, vous avez participé un peu, ou qu'est-ce que vous en pensez de ce laboratoire territoire? Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant, puisque justement, c'est une forme d'utilisation aussi d'Internet, du web, comme forme d'agrégation locale qui est très importante. J'ai fréquenté la clinique contributive, je connais très bien les protagonistes comme Marie-Claude Bossière, qui font un travail absolument remarquable avec les enfants. Et ils s'occupent en particulier de cet autre élément essentiel de la pensée de Bernard, le rôle de l'homme dans la technosphère. Donc la disruption qu'il peut y avoir, comme l'utilisation, le pharmaque, encore une fois, qui représente la machine et ses réseaux, et en général la technique par rapport aux activités humaines. Et dans la clinique, j'ai un peu suivi les effets disruptifs des écrans grâce aux travaux et un livre, un cours de publication, je crois, de Marie-Claude Bossière, et ça me paraît d'une part effrayant, c'est-à-dire ce qu'elle nous raconte sur comment on puisse casser la construction de l'humain chez un bébé entre 0 et 3 ans avec l'abus des écrans, avec
le transfert de l'activité humaine à la modification de l'activité humaine filtrée par une interface artificielle. Et l'addiction que s'engendre, la déformation du rapport à l'espace et au temps, qui est gravissime. Et je me souviens, dans une de nos dernières discussions, je citais des remarques de Poincaré, un très grand matheux français du fin du 19e, début du 20e siècle. Poincaré dit imaginez la distance, évaluer la distance d'un objet, et c'est fait en imaginant le geste, le mouvement pour l'atteindre. Ce qui est très beau, c'est une présence du corps dans l'espace, et ce qui arrive avec ces bébés. Marie-Claude Bossière nous expliqua un jour, dans un de ses exposés, comme ces enfants qui sont surexposés aux écrans entre 0 et 3 ans, à 4-5 ans, ils ont des troubles de type autistique, typiquement, par exemple, dans le mouvement, l'incapacité d'atteindre un objet. Ils ont connu le monde sur la surface d'un écran. Ils ne sont pas capables d'évaluer la distance. Poincaré avait saisi le point. Et Poincaré dit aussi une autre chose. Il dit, un être immobile pourrait confondre le mouvement avec un changement d'état. Il peut croire qu'il y a un changement d'état plutôt qu'un mouvement des choses. Et exactement ce qui se passe, puisque sur un écran, il n'y a pas de mouvement, il y a des changements d'état. Ce sont des pixels qui de blanc deviennent noirs, qui changent de couleur, mais il n'y a pas de mouvement. On ne voit pas, on dirait, ah ben non, mais on croit que c'est le mouvement. Oui, oui, mais en tout cas, ce sont des changements d'état. Et l'être immobile qui est là devant vit une situation, il ne voit que des changements d'état. Ouais. Et donc, ces troubles par rapport au mouvement, à l'espace qui se présente. Et il paraît que 40% des bébés aux États-Unis mangent typiquement en regardant un écran. Un écran que ce n'est pas seulement l'écran de la télé, sur ces tablettes, sur les smartphones, il y a des images absolument ahurissantes qui sont une coupure par rapport au réel, qui sont une fracture par rapport à des compositions d'images totalement absurdes, l'absence de spatialité pour créer des phénomènes illusoires. Enfin, c'est un rapport au réel totalement déformé, où pas seulement on perd la spatialité de l'action et du mouvement, de la saisie de l'objet, mais pire encore, on se trouve même seulement dans les 2 dimensions et des changements d'état, on se trouve à des constructions qui ne suivent aucun parcours du réel. Il ne s'agit pas d'être réaliste, mais ni du réel, ni d'un imaginatif humain, un imaginatif constitutif du mythe, de la fable. Non, non, c'est rien de ça. Ce sont des compositions artificielles combinatoires, une combinatoire arithmétique d'images qui n'a rien à voir avec ni, disons, les mouvements des choses, ni les mouvements sensibles, ni les mouvements de la fantaisie qui composent la fable, une histoire, c'est rien à voir. Internation, c'est un projet parallèle qui en partie correspond à des activités de groupe aussi de la AGT. La AGT se configure comme un archipel d'activités. Internation en fait partiellement partie, dans le sens qu'il y a une certaine autonomie de gens qui travaillent, mais ce n'est pas absolument pas tout ce qui fait la AGT, qui est orienté sur ces grands problèmes de l'éconosphère, de la technosphère, pardon, et de l'écosystème. Vous pouvez dire ce que c'est l'AGT? C'est l'association des amis de la génération Thunberg, que nous avons fondée, puisque... Greta Thunberg. Génération Thunberg, oui, Greta Thunberg. Et Bernard a lancé l'idée quand Greta Thunberg a eu des menaces de mort. Donc c'était un geste généreux dont il était souvent capable. Pour me rappeler de lui, mieux sur une chose très belle qu'il a faite, ma femme était engagée dans les activités d'une remarquable bibliothèque à Clamart, où j'habite. La petite bibliothèque ronde, une bibliothèque fondation qui date de 50 ans.
et qui est dans un bâtiment original du point de vue architectonique, parfaitement rond, qui est un point de référence dans un quartier très difficile, de jeunes, d'enfants surtout d'immigrés. Et c'est avec le changement d'administration à Clamart qui est passé à droite, cette bibliothèque a été, disons, sous-financée, a eu des problèmes, il fallait faire des travaux, avec ça a été fermé, ils se sont mis dans des locaux très petits, les travaux ne sont jamais faits, c'est-à-dire aux frais de la mairie, puisque la fondation avait donné le bâtiment à la mairie avec l'accord de l'entretien qui n'a pas été fait ou pas suffisamment. En tout cas, il y a un problème grave qui a abouti dans la fermeture au moins du site et la transformation en une entité bien moins importante pour le quartier. De cette référence pour les jeunes du quartier, vraie référence. Très belle institution avec des activités originales connues un peu partout par les spécialistes en France. Je l'avais signalé à Bernard Stiegler un jour. Le lendemain, il avait un article avec sa signature, et évidemment en me demandant la mienne, et 2-3 autres, le Clésio, je crois, sur Libération. Et j'étais épaté, c'est-à-dire la nuit, il avait compris le problème, et la nuit, s'était lancé en défense, et c'était une très belle institution qui avait un sens, et qui l'a beaucoup moins aujourd'hui. Donc c'était ça le personnage que j'ai tout de suite apprécié, et ça c'était il y a 4 ans, je dirais. Donc, ce même geste qu'il a fait dès qu'il y a eu la menace de mort contre Greta Thunberg, dont il comprenait la valeur symbolique, en plus aussi la valeur pour la personne, pourquoi pas. Et donc, je me suis très volontiers associé quand il m'a invité à participer à la réunion de fondation. Nous avons eu un petit désaccord, moi avec d'autres. Nous n'étions pas d'accord à l'appeler Association des Amis de Greta Thunberg, puisqu'on disait c'est une jeune personne, on ne peut pas se lier à la personne qui peut-être après-demain dit n'importe quoi, on ne sait pas. Et donc on a trouvé le compromis de la génération. On est amis de la génération Greta Thunberg. Tout dans l'admiration, ce que cette fille a fait. Il y a des gens qui sont très fâchés avec l'agressivité, par exemple, de ses propos à l'ONU. Je trouve qu'elle était formidable. Elle a saisi ce qu'il fallait faire, d'une grande lucidité. Ce n'est pas un emportement hystérique, pas du tout. Et dans une interview après, elle dit « J'ai compris que c'était one shot. Hein. » C'était une fois, il fallait y aller, quoi. Et donc, elle s'élance dans cette avec une véhémence oratoire qu'il fallait avoir, surtout. Comment osez-vous ? Oui, non, mais je pense que c'était vraiment parfait. Non, ceux qui s'en prennent à son angoisse, tout à fait compréhensible, ce sont vraiment, comme diraient les sages chinois, ceux qui, au lieu de regarder la tigre qui s'approche, regardent le doigt du sage qui lui montre le tigre. Donc, Bernard avait saisi le point, et d'accord avec lui, on a lancé, on était une dizaine de personnes, je dirais, cette association. Puis, malheureusement, pour raison de santé de ma femme, je n'ai pas pu participer pendant plusieurs mois, aux activités dans la première partie de 2020. Et j'étais proposé par le conseil d'administration président à l'automne 2020 et élu récemment. Et j'espère continuer son projet, ma façon, c'est-à-dire je n'ai pas ni les talents philosophiques et l'envergure philosophique de Bernard, ni son extraordinaire talent médiatique. Non, mais vous êtes entouré de jeunes. C'est la génération de Extinction Rebellion en France, c'est les Fridays for Future, il y a quelques-uns. Est-ce que vous les fréquentez, ces jeunes ? Oui, Extinction Rebellion. Fridays for Future, on n'a pas encore eu de contact. Enfin, mes activités, surtout confirmées, sont récentes. Je vise à faire cela et à croître dans les interactions internationales. Pour le moment, l'association est très francophone, mais on a déjà plusieurs groupes très actifs, je dois dire. Tout d'abord sur le plan qui était cher à Bernard, que je partage totalement, de dépasser la fracture générationnelle. Il y a eu ces tentatives de contraposer les générations et de contraposer les compétences. C'est-à-dire, ce qu'il y a, c'est
un certain nombre de scientifiques que l'on implique dans nos discussions. La plupart, disons, ne sont pas très jeunes, hein, mais c'est une question inquiétante un peu. Il y a des gens qui ont eu des préoccupations politiques dans les années 70, disons, et qui maintenant, à travers la science, ont des choses à dire aux jeunes. Il y a énormément de jeunes. Et dans des groupes, on discute de thèmes différents, avec un aspect de formation des jeunes et des contributions de leur part, par un questionnement, par des idées. Et je pense que ça marche. Ça marchait déjà. Les groupes sont plus solides. Et Anna, je les trouve d'un remarquable niveau. Il y a quelques groupes aussi de type militant plus actifs. Par exemple, on essaye de lancer avec Frapna en Ardèche un groupe d'activités sur les questions de la déforestation en Ardèche, sur les pollinisateurs, qui est un aspect grave de la disruption écosystémique associée au changement climatique, à la baisse de la biodiversité. Les pollinisateurs, ce n'est pas seulement les abeilles, disons, c'est tous les insectes que, depuis la formation des angiospermes, il y a environ 140 millions d'années, participent à toutes les chaînes alimentaires fondamentales. Donc, les pollinisateurs sont en train d'avoir une baisse des reproductions et de biodiversité gravissime, dont on ne parle pas assez. Donc il y a ce petit groupe qui voudrait voir sur le plan local ce qui se passe, essayer de contrer ces tendances. Quelle est l'articulation entre Internation et le groupe autour de la génération Greta Thunberg? Moi, je voudrais les construire plus étroites de ce qu'ils sont maintenant. Il y a une certaine autonomie d'Internation. Je ne veux pas que ce soit simplement un des groupes, mais que dans ces structures archipels de groupes avec un échange et l'autonomie en même temps, on puisse intégrer ou avoir un échange permanent avec Internation. Avez-vous connaissance s'il y a eu une réalisation ou même un début de réalisation sur son idée de étendre ces territoires laboratoires dans le monde? Par exemple, il pensait à l'Afrique du Sud et à l'Inde aussi. Il faut avoir des interlocuteurs. Il y a un contact important en Inde qui est en train de se développer, que je commence à suivre aussi. Et il y a un autre groupe en Italie qui se fait à l'ECO sur les questions de territoire. Il y a surtout des architectes, des urbanistes et des experts de questions de territoire, aussi géologistes, etc. Et j'irai à l'ECO en fin juillet, où justement on m'a invité à l'occasion de 3 interventions différentes dans ces territoires apprenants, comme ils l'appellent. Et c'est une extension de nos activités en Italie, puisqu'il y a un certain nombre de membres italiens comme moi, tout habitant en France. Nous avons ces connexions en Italie et c'est là qu'on pense avoir une toute première extension au niveau européen. Et puis on a des collègues anglais qui travaillent dans cette direction. Pour le moment, j'insiste à dire, elle est très francophone, peut-être un peu trop francophone. Quand j'ai lancé une initiative avec mes collègues du réseau européen et des scientifiques pour la responsabilité sociale et environnementale, un réseau européen très intéressant auquel je participe activement, on a tout de suite eu le problème de l'anglais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces jeunes, très jeunes, qui ont quelques difficultés. Et évidemment, dans ces réseaux européens, les scientifiques échangent en anglais. Mais quand même, c'est-à-dire on a eu un peu moins de jeunes que j'aurais attendu à un colloque que j'ai organisé avec ses collègues de l'INSER, qui était très intéressant. L'INSER, c'est-à-dire European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility, justement s'occupe de ces problèmes qui vont des perturbateurs endocriniens aux pesticides, les OGM. Ce sont surtout des biologistes qui ont travaillé sur ces thèmes et ont constitué il y a une quinzaine d'années ces réseaux qui, je trouve, est composé de gens d'excellent niveau scientifique et qui est très engagé à contraster surtout les lobbying, à proposer des compétences alternatives à celles qu'on trouve trop facilement au niveau européen, financées par l'industrie directement ou indirectement. Disons, sur ces thèmes, c'est très difficile de trouver des scientifiques indépendants.
avec l'histoire des financements par projet, dont les projets les plus financés sont dans les partenariats privé-public, ce qui veut dire un engagement privé qui évidemment a sa demande des directions des recherches qui, quand est pervasif, quand il est dominant, casse l'autonomie et l'invention scientifique, puisqu'empêche ce qui est essentiel en science, la pensée critique. Certains, alors ça je ne sais pas si c'est les jeunes ou autres, lui auraient reproché justement à pleine commune d'avoir forcément voulu avoir des collaborations avec des grandes entreprises. Ça je trouve, c'était son talent. Et après tout, je crois qu'il y a une inquiétude honnêtement construite, pas artificielle, chez certains milieux industriels qui ne sont pas bêtes du tout, comprennent qu'il y a des gros enjeux sur l'écosystème. C'est vrai, la disruption, business opportunity, tout ça, mais il y a heureusement dans les hauts niveaux, dans les hautes sphères de l'industrie au moins, je ne sais pas, de la finance, mais certainement de l'industrie, des vraies inquiétudes sur ce qui se passe au niveau de l'écosystème et même de la technosphère. Les gens qui produisent du logiciel haut niveau ne sont pas enthousiastes quand on leur raconte des effets disruptifs de certaines applications qui ne sont pas nécessairement les leurs, qui n'ont pas d'habitude. Donc Bernard a toujours trouvé des interlocuteurs ouverts que je crois honnêtement et sans l'obliger à aller dans une direction ou l'autre, ont financé en partie ces projets. Il faut dire aussi que c'est l'habitude de l'industrie. Vous savez bien qu'aussi en politique, le grand patrimoine finance tous les partis politiques. Comme ça, ils sont protégés dans toutes les directions. Évidemment, certains plus, d'autres moins. Mais qu'ils voient qu'il y a des idées nouvelles sur des préoccupations qui sont vraies et qui financent donc un groupe comme celui de Bernard, c'est une chose qui arrive, heureusement. Ça a donné des possibilités de travail à Bernard, à Ligny. Moi, je suis tout à fait favorable. Il faut être très attentif, ne pas se faire instrumentaliser, savoir prendre des coups, résister, etc. Et ça, Bernard, il était très solide. Donc, ce qui je regrette qu'aucun d'entre nous a son talent dans ce métier, ni ses contacts. Donc, ça ne sera pas facile. De persuasion et d'idées. Voilà, oui, de présence médiatique. Est-ce que parmi la quarantaine de livres et plus qu'il a écrits, est-ce que vous en avez lu un ou deux ou trois? Ah oui, j'ai parcouru nombreux livres. Je ne suis pas très bon à me souvenir les titres. Ce sont l'idée qui me sont restés plus que les titres. Et je dois dire, je les ai digérés surtout dans le dialogue avec lui. C'est son langage écrit qui est passionnant et très différent du mien. C'est-à-dire, il est un philosophe fantaisiste. Je suis après tout amateur avec tout ce que cela veut dire, même dans l'écriture. Même maintenant que j'ai fait une écriture plutôt d'épistémologue. Mais je ressens d'un style d'écriture plutôt encadré, qui n'était pas le sien. Donc, j'ai digéré ses écrits, surtout grâce à ces dialogues, et même parfois de façon indirecte, à travers des jeunes, comme le jeune d'Internation, comme des jeunes de Bifurqué, qui connaissent beaucoup mieux que moi sa pensée. Donc, j'ai appris à travers eux la pensée de Bernard, des jeunes philosophes qui l'entourent. Je vous rappelle juste un titre, et c'est pour en arriver à la conclusion. Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Il a écrit ça. Oui. C'est un de ses livres, moi je l'ai lu 3 fois. Et à chaque fois, vraiment, c'est casse-gueule. C'est un concept après l'autre. C'est très très difficile. Et je veux dire, ça vaut par le titre. Et par rapport à ça, par rapport à un titre comme ça, est-ce que vous comprenez cette disparition?
Non, là c'était très douloureux. C'était un homme d'une grande lucidité et disons d'une immense personnalisation du combat philosophique. Donc il y était, disons c'est normal, on me dirait, mais chez lui c'était particulièrement accentué. Donc être écartelé entre l'angoisse, l'envie de projet, sa projectualité est extraordinaire. Il a inventé tout le temps un projet après l'autre. Hein. Et en même temps, il avait un désespoir profond face aux problèmes qui nous accablent. Et donc je comprends son tiraillement, surtout, encore une fois, si on comprend comme Bernard, comme personne, était la même chose que sa philosophie, de façon intégrale. Et voilà, non, je ne pourrais pas dire plus que ça. Mais j'en étais surpris en même temps. Pensez-vous, dans votre œuvre à vous, pouvoir développer certains de ces idées, de ces concepts, les faire vivre son œuvre, par exemple, à travers Intonation, et développer moi, j'évoque souvent dans nos discussions, quand on essaie de lancer un projet, même récemment avec les bureaux de la AGT, bien qu'il y ait des jeunes qui connaissent beaucoup plus la pensée de Bernard que moi, je me trouve souvent être celui qui dit c'est un peu notre mission, ceci ou cela, en continuité avec la pensée de Bernard, puisqu'il y a tellement de choses à puiser que c'est facile de rappeler à l'ordre. Il n'a pas besoin d'être rappelé à l'ordre, il travaille très bien, tout ça. Mais disons, c'est très stimulant pour moi d'évoquer comme motivation pour une activité ou l'autre les rapports à la technosphère, les formes originales de son rapport à l'économie ou à la biosphère, d'évoquer la pensée de Bernard pour aller de l'avant. Donc, je dirais que la plupart de ces ouvertures, ces pistes sont présentes dans ma tête et sont motivation pour continuer notre façon. Puisqu'on n'est pas comme lui, ce serait tout à fait impossible. En particulier, moi, je viens d'une autre formation, j'ai une autre attitude, et je n'ai pas ces liens en plus très ramifiés en France. Je peux compenser sur le plan scientifique pour des liens à niveau international, donc la recherche, par exemple, d'experts, je peux la faire dans les domaines pertinents, peut-être avec certaines facilités. Mais on va continuer son projet, ça c'est sûr. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Merci.